Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des Jeudis de Lima. Un rendez-vous en diffusion numérique, crise sanitaire oblige, ce qui ne vous empêchera pas de pouvoir commenter au fur et à mesure les échanges que nous allons avoir avec nos invités. Le sujet qui nous regroupe aujourd'hui concerne ce processus de normalisation entre Israël et certains pays arabes. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais cette année, en 2020, l'année dernière, les choses se sont un peu précipitées, notamment entre Israël et les Émirats arabes unis. Nous allons voir avec nos invités si ce processus mérite d'être pris au sérieux. Est-ce que ça constitue ou non une rupture, ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui dépend de la conjoncture internationale et régionale, notamment, qu'on s'est très tendue au niveau du Golfe. Alors pour parler de ce sujet, nous avons avec nous trois invités. À ma droite immédiate, Fatiha Dazieni, qui est une spécialiste reconnue de la péninsule arabique, qui travaille pour l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, mais aussi qui enseigne à Sciences Po Lille. Bonjour Fatiha, bonsoir. Bonsoir. Euh, À l'autre bout du panel, Sarah Grira, qui est journaliste à Orient 21, qui connaît bien le monde arabe et qui, elle, va nous donner une perspective sur notamment le ressenti des opinions publiques par rapport à cette question de la normalisation, ressenti qui peut être parfois en frontale opposition avec ce que font les gouvernements. Et enfin, au centre du panel, Sylvain Sipel, qui est journaliste à Orient 21. Sylvain Sipel connaît bien les États-Unis pour avoir été correspondant pour le quotidien Le Monde dans ce pays. Et on sait que les États-Unis ont joué un rôle important dans cette normalisation, joué un rôle important dans la région, dans le Golfe. Et donc, il est évident que c'est un pays qui a son mot à dire par rapport au processus actuel. Donc ma première question par rapport à ces accords qui ont fait beaucoup parler d'eux dès l'été, ce rapprochement qui était plus ou moins annoncé entre Israël et les Émirats arabes unis, puis qui ensuite a concerné d'autres pays, je pense notamment au Royaume de Bahreïn, éventuellement le Soudan, puis le Maroc. Euh, Est-ce que je vais demander à chacun de vous trois de me donner son sentiment par rapport à ce processus. Est-ce que c'est un processus, pardon d'utiliser ce qualificatif, sérieux, ou est-ce que c'est simplement une énième gesticulation dont la région a le secret? Je vais commencer par vous, Fatiha. Merci Akram. Moi je pense que c'est surtout l'annonce d'une dynamique nouvelle. Alors autant les accords de paix avec l'Égypte et la Jordanie s'inscrivaient dans une dynamique de paix, une dynamique pour traiter la question palestinienne, autant les fameux accords Abraham, qui ont d'abord donc réuni les Émirats arabes unis, Israël et ensuite le Bahreïn, constituent beaucoup plus. D'abord, la question palestinienne, elle y est pratiquement totalement exclue, et elle s'inscrit dans une dynamique sécuritaire, selon moi. C'est vraiment ça le grand changement. Alors, faut-il prendre au sérieux cette nouvelle dynamique? Je pense que oui, dans la mesure où Israël, qui était déjà partie prenante, bien sûr, d'une certaine manière, de la sécurité régionale, aujourd'hui s'inscrit directement comme acteur qui s'insère dans la dynamique de sécurité régionale. Ces accords qui ont été parrainés par l'administration Trump, où il s'est beaucoup investi à la fin de son mandat, sont d'abord, pour ce qui concerne les Émirats arabes unis, une décision souveraine. C'est vraiment le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, qui prend l'initiative... MBZ, voilà, qui prend l'initiative d'annoncer la normalisation le 13 août 2020, donc en plein été. Ça surprend un peu quand même, parce que dans le Golfe, d'abord, ces relations ne sont une surprise pour personne, mais surtout, les deux pays qui étaient le plus avancés en matière de relations avec Israël, c'était le Sultanat d'Oman et le Qatar, qui avaient ouvert des
des bureaux, enfin des antennes en 1996, d'abord le Qatar, ensuite Oman, et donc ne cachait pas du tout des relations assez régulières, en invitant surtout au Qatar, quand ils ont commencé leur diplomatie publique via Al Jazeera, etc., à inviter sur leurs antennes TV des Israéliens pour débattre de la question israélo-palestinienne. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et ce sont finalement les Émirats arabes unis qui annoncent ce coup, qui est quand même aussi un coup politique, et qui s'inscrit aussi dans cette logique où les Émirats, comme l'Arabie saoudite, sont fortement ébranlés depuis le mandat Obama par le fait que les États-Unis ne garantiront plus directement leur sécurité. Parce que qui dit garantie de sécurité pour ces États dit garantie de sécurité des régimes. Et donc ça les a ébranlés, notamment à la suite des attaques par drones et missiles sur d'abord les tankers stationnés sur les eaux émiratis à Fujairah, et ensuite sur l'attaque des installations pétrolières Aramco à la PRAC en septembre 2019. Et souvenez-vous, Trump, à cette époque, avait dit il n'est pas question pour les États-Unis d'intervenir pour protéger ces États. Ils sont suffisamment armés pour se protéger seuls. Il l'a dit aussi brutalement, et ça a véritablement traumatisé ses dirigeants, se disant que ce soit Obama, une administration démocrate, ou une administration républicaine, avec laquelle pourtant on partage en commun la volonté d'exercer la pression maximale, je vais y arriver, contre l'Iran, eh bien, on est quand même jamais sûr que les États-Unis prendront le parti de nous protéger. Et je pense sincèrement que la volonté de normaliser avec Israël découle de ce trauma, vraiment, parce que qui mieux qu'Israël, non pas pour les protéger, mais déterminer et peut convaincre n'importe quelle administration américaine à agir pour dissuader la menace iranienne. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'exprime. Et c'est sur la question iranienne que le rapprochement très fort s'est fait entre Israël et les pays du Golfe, y compris l'Arabie saoudite. Parce que même si le roi Salman reste sur la position du plan de paix arabe qui avait été initié par son demi-frère, le roi Abdallah, il reste fermement sur cette position, et il reste également sur le fait qu'Al-Quds, Jérusalem-Est, doit être la capitale de la Palestine. Son fils, lui, est beaucoup plus dans une vision sécuritaire à la MBZ, et plus encore très business, dans le sens où son rêve de diversification du royaume avec sa vision 2030, il la rêve avec l'intelligence artificielle, la technologie très poussée, cyber, etc., israélienne, dans sa fameuse ville futuriste Neom. Et pareil pour les Émirats arabes unis, c'est vraiment dans cette optique de surveillance aussi que cette normalisation avec Israël est conçue. Donc c'est vraiment une autre dynamique qui les pousse à normaliser. Et c'est pourquoi, oui, il faut prendre au sérieux cette normalisation. Merci. Alors, Sylvain Sipel, Israël substitut des États-Unis dans la région, protecteur, partenaire des Émirats arabes unis, voire du Royaume d'Arabie saoudite face à l'Iran. Est-ce que c'est une hypothèse qui peut se concrétiser sur le terrain, ou est-ce que les Israéliens auront toujours une marge de manœuvre par rapport à la question iranienne? J'aime pas trop faire des pronostics. C'est-à-dire que c'est une situation qui est très ambiguë, ce qui est en train de se passer. Parce qu'on ne sait pas exactement comment Biden va se prononcer sur la question. Oui, alors je rappelle donc effectivement, la nouvelle donne, c'est que nous avons une nouvelle administration à Washington qui a une position différente. C'est pour ça que, pour répondre à votre première question, et ça fournit la réponse à la nouvelle, c'est-à-dire que les accords d'Abraham, c'est un accord d'intérêt. Et chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'il
Et ça se fait sur une base d'intérêts communs. L'intérêt commun, c'est fondamentalement empêcher les Iraniens de développer leur influence. C'est ça le terrain sur lequel s'est bâtie cette alliance. Et ce qui n'est pas anodin, c'est qu'effectivement, Trump, une fois qu'il arrive à la présidence, très rapidement, renonce à l'accord JCPOA, le fameux accord sur le nucléaire iranien, et il annule la participation américaine et il augmente les sanctions sur l'Iran. À partir de là, il crée la possibilité pour cet accord de se mettre en place. Parce qu'il y a une alliance qui se fait et qui réunit Trump, les principaux États du Golfe et Israël. Et ce fondement-là est ébranlé par l'échec de Trump à se faire réélire et par l'arrivée de Biden. Biden, il a donné une interview à Tom Friedman, qui est un chroniqueur célèbre du New York Times, et il dit deux choses dans cette interview. Il dit, sur le plan international, il dit beaucoup de choses sur le plan intérieur, mais sur le plan international, ce qu'il dit, c'est il y a un chantier énorme qui est la Chine, pour les États-Unis. Il y a un chantier énorme, c'est la Chine. Mais ça va prendre du temps, il faut mettre les choses en place, il se donne le temps. Et puis il y a un chantier qui est une véritable urgence, dit-il, c'est l'Iran. Il faut revenir à l'accord et il faut l'élargir. Alors après, ça devient compliqué, mais on n'est pas là pour parler de l'Iran. Mais il a la volonté, lui, de revenir à l'accord et, si possible, de l'élargir. Les Israéliens ont déjà réagi. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore entré à la Maison-Blanche que Netanyahou avait dit « il n'est pas question de revenir à l'accord ». C'est hors de question. Et une semaine après l'entrée de Biden à la Maison-Blanche, le chef d'état-major israélien a publiquement déclaré non seulement il ne faut pas revenir à l'accord, mais si un nouvel accord a été négocié et qui améliorerait l'ancien accord, ce serait toujours insuffisant. En d'autres termes, il ne faut aucun accord. Il n'y a rien à négocier avec l'Iran. Il faut juste continuer les pressions. Il n'est pas question de négocier quoi que ce soit. Ça, c'est une position qui convient très bien à Mohammed Ben Salman, par exemple, le prince héritier saoudien, du moins jusqu'à présent. Donc ça, mais en revanche, qui n'aura plus le soutien de Biden. Donc pourquoi je dis que je ne peux pas répondre à la question que vous posez, c'est-à-dire qu'on peut faire la part des intérêts qui vont perdurer et qui pourraient perdurer, et de ce qui ne perdurera pas. Ce qui ne perdurera pas, je pense, par exemple, c'est l'accord qu'il y avait sur la question palestinienne. En gros, le fameux deal du siècle que proposait Trump. Il y a un an. Il y a un an et demi. Enfin, oui. Il avait commencé il y a 2 ans et demi, mais il y a un an, il l'a officialisé. Voilà. Et ce deal, c'était un deal mafieux assez commun, si vous voulez, c'est-à-dire maximum de pression, et on fait miroiter une carotte. Voilà. Bon. De ça, à mon avis, il ne restera rien. La nouvelle administration américaine a tout de suite dit que tout ça ne comptait pas et qu'il n'y avait aucune chance que ça puisse aboutir. En revanche, ce qui va rester de la relation à la Palestine, c'est la faiblesse de la position palestinienne actuelle, c'est-à-dire l'absence totale de stratégie palestinienne de libération. Il y a aujourd'hui un débat aux États-Unis. Il y a des gens qui pensent que c'est fini la question palestinienne. Il faut dire, voilà, c'est terminé, la question palestinienne. Il y a des gens qui disent, mais non, il ne faut pas se leurrer. C'est une question très importante. Et aujourd'hui, on est dans une situation de grande faiblesse d'un mouvement de libération palestinien. Mais si ce qui se passe en Israël continue, à un moment ou à un autre, il y aura une nouvelle génération et ça va ressurgir. Bon. Mais dans ce débat, alors j'ajouterai un point important, c'est que ce qu'a déclaré Blinken, qui est le secrétaire d'État nommé par Biden, est assez clair. On revient à la perspective des 2 États, mais enfin tout ça est très lointain. Tout ça est très lointain. Donc on ne croit pas à l'option du deal du siècle, comme disait Trump, et puis on n'a pas vraiment d'alternative à Oslo, et on sait qu'Oslo, ça ne marche pas, donc on va voir.
Alors, là, il y a un champ qui permettrait une pérennité de l'alliance, non pas sur le terrain politique global, comme je le croyais, mais le lien entre le refus israélien d'accepter un accord avec l'Iran, quel qu'il soit, sera maintenu avec les monarchies du Golfe. Ce lien-là, cette hostilité commune à toute négociation avec l'Iran, sera maintenu. Et donc, la possibilité d'un conflit à un niveau qu'on ne sait pas encore définir parce que ça va beaucoup dépendre de comment la négociation évolue. D'un conflit avec Washington. Avec Washington, d'accord. D'un conflit avec Washington. Diplomatique, alors. Voilà, d'un conflit diplomatique avec Washington. Voilà. Tout le monde, enfin, dans la presse américaine, tout le monde en parle, etc. Et donc, c'est vrai, mais on ne sait pas comment ça va encore évoluer et comment Biden va s'y prendre pour négocier. Par exemple, la nomination de Robert Malley comme le principal responsable américain de la négociation, en Israël, il y a eu des choses assez dures qui ont été écrites dans la presse saoudienne, j'ai vu ça. Mais alors, en Israël, ça a été perçu comme vraiment un coup terrible, quoi. Pourquoi ? Parce que Biden, à cause de sa position à l'époque de Camp David, où il a été le seul participant américain à dire « arrêtons de dire que Arafat est le grand responsable ». Tout le monde est responsable de l'échec, et sans doute qu'Israël l'est beaucoup plus encore qu'Arafat. Bon. Donc, depuis cette date-là, il est perçu comme hostile à Israël. C'est pas un hasard si Biden l'a nommé. Alors, il l'a nommé parce qu'il a une grosse bouteille sur la question du Golfe. Hein. Chez Obama, il était le responsable de la zone. Mais, tout de même, il savait qu'en le nommant, il suscitait instantanément l'hostilité des Israéliens. Beaucoup plus que si c'était quelqu'un d'autre. Donc, de ce point de vue-là, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais le terrain commun entre les monarchies du Golfe et Israël, il perdure. Je vais donner 2 exemples. Oui, mais toutes les monarchies du Golfe sont quand même sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes. Non, on est d'accord. Mais ce que je veux dire. Alors, quand je dis les monarchies, je veux dire essentiellement les Émirats et le duo, voilà, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Quoique les Émirats, depuis les fameux tirs sur les tankers, ont renoué avec l'Iran. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est double jeu quand même. Hein. Je suis d'accord. Mais fondamental, je voulais te dire, quel est l'avantage pour chaque partie dans cette alliance ? L'avantage pour les Israéliens, c'est qu'ils trouvent des partenaires dans l'hostilité à l'Iran. Oui. Ils ne sont pas tout seuls. Et ils ont des partenaires importants pour les Américains. L'avantage pour les monarchies, c'est quand même que le lobby pro-israélien à Washington, c'est un des lobbies les plus puissants qui existent. Je veux dire, il y a le lobby Boeing, il y a le lobby des armes à feu, etc. Et c'est un des très grands lobbies qui agit au Congrès. C'est-à-dire que si on est dans une alliance avec Israël, ça ouvre des portes. Ça facilite l'ouverture de portes de manière beaucoup plus importante que les portes qui s'ouvraient jusqu'à présent. Parce que la proximité entre les administrations, quelles qu'elles soient, démocrates ou républicaines et Israël, est immensément plus importante que celle de n'importe quel pays arabe. Donc, dire que le changement d'administration, c'est la fin du pacte d'Abraham, je ne le dirai pas. Il y a les éléments qui ont fait que le pacte existe, certains d'entre eux perdureront. Alors, tout à l'heure, Fatiha Daziani a évoqué, Sarah Guerrera, l'initiative du roi Abdallah qui est encore, à moins que je ne me trompe, officiellement la position de la Ligue arabe. On est d'accord là-dessus. C'est vrai. Et donc, si on compare avec, par exemple, l'initiative de Sadat à la fin des années 70, ce qui frappe aujourd'hui, c'est le silence des autres capitales arabes. C'est-à-dire que non seulement il y a eu très peu de critiques, mais on a vu d'autres pays, je pense au Soudan, je pense au Maroc, entrer dans la question de la normalisation. Trump, avant de perdre l'élection, disait il y a d'autres pays arabes qui sont dans la file. Comment on peut expliquer est-ce que cela veut dire que la question palestinienne n'est plus aussi mobilisatrice qu'avant ? Est-ce que c'est ça le constat de 2020 ? Alors déjà, pour
réagir à ce que disait Trump. Il y a d'autres pays arabes qui vont suivre. Trump l'a notamment dit pour le Koweït, et là-dessus, on sait que ce ne sera pas du tout le cas. Le Koweït, que ce soit au niveau officiel ou au niveau de l'opinion publique, parce que c'est l'un des rares pays du Golfe où justement il y a une vie politique et des élections, affirme toujours à tous les niveaux une position de solidarité avec le peuple palestinien. Il y a, vous parliez de la résolution, la décision du roi Abdallah en 2002, qui a été votée dans le cadre de la Ligue arabe pour constater justement tout le chemin qui a été parcouru depuis, dans le sens justement d'une normalisation au niveau des gouvernements. En septembre dernier, il y a une proposition pour faire annuler en fait, ou pour condamner en fait, toute relation, toute normalisation avec Israël qui serait de la part de pays arabes, et qui a été présentée par l'autorité palestinienne au sein de la Ligue arabe, et qui a été mise de côté, qui n'a pas du tout été votée, sous la pression des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Et là-dessus, d'un autre côté, par exemple, on voit aussi que l'un des pays qui n'ont pas du tout réagi à la normalisation entre les Émirats, par exemple, les Émirats de Bahreïn avec Israël, c'est la Syrie. Alors que c'est un pays qui est officiellement en guerre avec Israël, qui occupe toujours le plateau du Golan depuis 1967. Et là, c'est quand même, et qui en plus, Israël qui bombarde encore la Syrie aujourd'hui. Et c'est quand même un fait assez étonnant, en tout cas marquant, que les autorités syriennes ne réagissent pas du tout là-dessus. Parce que il ne faut pas oublier que depuis 2018, les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade à Damas, et que du coup, la Syrie a besoin du soutien émirati pour revenir au sein de la Ligue arabe. Donc il y a aussi ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte. Et sinon, au niveau, je pense qu'il y a quelque chose de très important à prendre en considération, c'est vraiment le fossé qu'il y a dans malheureusement la plupart des pays arabes entre les gouvernements et les gouvernés. Il y a eu une étude qui a été faite récemment sur les opinions publiques arabes dans une large partie, en tout cas un grand nombre des pays arabes, et on leur a demandé, pour vous aujourd'hui, quelle est la plus importante cause, ou l'un des plus importants, une des importantes causes politiques pour vous aujourd'hui. Et la cause palestinienne reste à une très grande majorité la cause principale pour la plupart des pays, pour la population de la plupart des pays arabes, qui reste aussi hostile à toute représentation diplomatique ou à toute relation diplomatique entre leur pays et Israël, y compris en Jordanie et en Égypte. Et on a vu d'ailleurs en Égypte, quand il y a eu la chute de Hosni Moubarak, on a vu qu'il y a eu des manifestations devant l'ambassade d'Israël, et que la question palestinienne est revenue sur le devant de la scène. De même aussi en Tunisie, avec la fin du régime de Ben Ali, c'est depuis 2011 que BDS, le mouvement BDS, donc boycott des investissements sanctions, existe finalement officiellement en Tunisie depuis la chute du régime de Ben Ali. Donc on voit clairement que dans les pays où l'opinion publique peut s'exprimer librement, il y a toujours l'expression d'une solidarité avec les pays arabes. C'était notamment le cas d'ailleurs même en Arabie Saoudite. C'était assez frappant quand au lendemain de la normalisation entre les Émirats et Israël, il y a eu, mais vraiment là aussi un fossé assez étonnant entre des médias qui sont plutôt tournés vers l'international, type l'Arabie, qui se félicitaient plus ou moins de la signature de cet accord, alors que sur Twitter, ce jour-là, l'un des hashtags les plus... ou le principal hashtag partagé, c'était « La normalisation est une trahison ». Donc c'est ce genre de fossé, et quand même on dit long, je pense, entre qu'il faut, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la paix des baïonnettes en fait qu'achète Israël finalement en signant ce genre d'accord avec des régimes dont on sait tous qu'ils sont autoritaires. Très peu démocratiques.
Sylvain. Oui, je voulais faire juste une remarque pour suivre un peu la même idée, c'est-à-dire la différence entre les régimes et les populations. Une des choses qui explique l'accord, c'est l'émergence d'Israël comme une importante puissance dans ce qu'on appelle la cybersurveillance. Alors, moi j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai rencontré en particulier un avocat israélien qui bosse pas mal et qui me disait « mais enfin les Israéliens, ils aiment bien qu'on croit qu'ils sont les plus forts, mais en vérité, ils ne sont pas plus forts que les Américains, les Français ou les Suédois en cybersurveillance, mais ils savent se valoriser. » Peut-être. En tout cas, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un pays parmi ceux qui ont signé ce pacte d'Abraham qui n'a pas passé avec Israël des accords de fourniture de matériel de cybersurveillance et de formation des personnels. Je montre cet exemple-là parce que Israël n'importe pas ce savoir-faire uniquement dans les pays du Golfe. Ils importent en Afrique, dans toutes sortes de régimes, ils importent en Amérique latine, etc. Mais ça a joué un rôle important comme porte d'entrée, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans les Émirats et dans d'autres pays. Au Bahreïn, bien entendu. Donc ça, c'est quelque chose qui est un intérêt commun. Vous savez qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'une plainte a été déposée à Tel Aviv par un ami très proche de Khashoggi. Donc, ce journaliste qui a été assassiné au consulat saoudien à Istanbul. Et la plainte porte sur le fait que la plainte est déposée contre le ministère de la Défense israélien, déposée par un Saoudien qui est un ami très proche de Khashoggi et qui vit au Canada, qui est exilé politique au Canada, et qui dit c'est du matériel israélien qui a permis à la fois de tracer exactement où aller à chaque seconde et ce que disait Khashoggi, mais aussi de tracer mes pérégrinations à moi et toutes les conversations que je pouvais avoir avec Khashoggi. Notamment via la messagerie WhatsApp. Voilà. Et donc, alors c'est anecdotique dans le sens où je pense qu'il n'y aura jamais de procès, mais peu importe, le fait de déposer une plainte à Tel Aviv, il y a un avocat israélien qui a pris en charge et qui a déposé plainte contre le ministère de la Défense en Israël. Bien. Il y a des plaintes aussi aux États-Unis. Il y a des plaintes, absolument. De l'espionnite à partir de Twitter, avec aussi de la technologie israélienne. Bien sûr. Il y a eu plein d'articles aux États-Unis sur comment les Israéliens agissent. Il y en a eu pas mal dans le journal israélien Haaretz aussi. Cet exemple-là, il dit quoi ? Il dit que c'est une alliance entre un pays qui a acquis une technologie essentiellement de cybersurveillance, essentiellement dans l'occupation des Palestiniens. C'est là où Israël a acquis cette... Parce qu'ils avaient une population qui était une sorte de population cobaye, d'une dimension pas très nombreuse, 5 millions de personnes, un peu moins. Je parle des territoires occupés. Et c'est là qu'ils ont bâti leur savoir-faire. Et c'est ça le savoir-faire qui leur a permis ensuite de l'exporter à peu près partout. Et en particulier dans les pays du Golfe, pour la simple raison que dans tous ces pays, il y a des régimes qui vivent dans la peur de leur propre population. Oui. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de ce matériel. Oui, c'est pourquoi c'est une dynamique ultra sécuritaire et de surveillance, comme on le disait au début. Hein. Oui. Et c'est pourquoi il faut prendre ce processus de normalisation très au sérieux, parce que malheureusement, c'est cette dynamique-là qui va primer. Et aujourd'hui, la surveillance se tourne beaucoup plus sur, comme le disait Sylvain, sur leur propre population locale que sur ce mythe de la population expatriée qui pourrait mettre en danger, si vous voulez, la stabilité et la sécurité de ces régimes. Car, par exemple, aux Émirats, vous avez plus de 85% d'expatriés pour très peu de locaux. Mais en fait, cette cybersécurité, cybersurveillance, elle est surtout orientée sur la population locale. Et pour un MBS... Et pour un MBS, alors en Arabie Saoudite, le ratio de la population expatriée est beaucoup plus faible. Hein. Il y a environ 32 millions d'habitants en Arabie Saoudite et vous avez entre 11 et 12 millions d'expatriés.
le gros de la population est donc national. Et pour MBS, l'enjeu futur, ce sera véritablement d'avoir le contrôle absolu, la surveillance absolue sur sa population locale. Parce que dans 1 voire 2 décennies, les réformes actuelles de MBS, qui sont quand même très profondes, alors évidemment c'est des réformes qui sont ultra centralisées c'est la personne d'MBS qui aujourd'hui incarne la monarchie saoudienne, ce qui est quand même une vraie rupture avec la structure monarchique traditionnelle qui était horizontale, et vous aviez ces multiples fiefs princiers qui pouvaient être des contre-pouvoirs par exemple à l'autorité du roi ou du prince héritier. Aujourd'hui, la verticalité du pouvoir saoudien fait qu'il concentre tout et il a pour objectif d'avoir le contrôle de sa population. C'est pourquoi il a marginalisé l'establishment religieux en ce qui concerne le contrôle de la société. C'est pas par idéal séculariste, etc. C'est pour renforcer son contrôle sur la population. Et justement, cette dimension cyber et de surveillance est fondamentale pour qu'il puisse se projeter encore des décennies et des décennies dans la destinée de son pays. Alors, coopération, je dirais, illibérale ou de répression, de surveillance des populations. Donc, on voit bien le rôle qu'effectivement Israël peut jouer. On disait d'ailleurs que les technologies employées dans les aéroports, notamment de Dubaï, étaient déjà fournies par Israël avant même qu'on entende, qu'on voit ce mouvement de normalisation s'enclencher. Néanmoins, il y a des limites. C'est-à-dire qu'on a bien vu que dès lors qu'on parle de matériel militaire de pointe, là, Israël ne veut pas, par exemple, que les Émirats arabes unis soient livrés en chasseurs de pointe américains. C'est quand même je dirais, c'est plus qu'un coup de canif dans le contrat de normalisation. Comment les Émirats ont réagi par rapport à cette question ? Comment ils peuvent expliquer que le partenaire avec lequel ils normalisent leurs relations s'oppose à ce que leur armée, dont on sait aujourd'hui qu'aux Émirats arabes unis, l'armée joue, c'est quand même une question d'image internationale, la modernisation de cette armée. Israël n'est pas très, très content de voir que cette armée pourrait être encore plus modernisée qu'avant. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je ne pense pas que les Émiratis étaient naïfs au point d'eux. Ils ont poussé la logique jusqu'au bout, à la logique transactionnelle qui était parrainée par le président Trump. Maintenant, ils savaient très bien qu'au niveau israélien, ça pouvait bloquer. Mais bon, les Émiratis essaient de donner toutes les assurances qu'ils sont un partenaire parfaitement transparent dans la coopération de défense et de sécurité, et qu'ils ne sont pas une menace, par exemple, dans leurs intentions de franchir le pas sur le plan nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'Arabie saoudite. Par exemple, les Israéliens regardent de manière très très méfiante la coopération qui commence à s'installer entre la Chine et l'Arabie saoudite, même si évidemment c'est du nucléaire civil. Mais il n'empêche que de ce point de vue-là, les Israéliens, tant que ça servira à leurs intérêts pour dissuader la menace iranienne dans la région, eh bien, ils se comporteront de manière extrêmement... ils auront une coopération très étroite avec les États du Golfe tant que ça sert leurs intérêts, mais aussitôt qu'ils sentent que la transgression peut être franchie, là, bien entendu, ils se tiennent sur leur garde, et c'est pour servir leurs intérêts à eux qu'ils ont engagé cette coopération étroite et cette normalisation avec les États du Golfe. Aussitôt que ces États prétendront à des armements, à des technologies qui pourraient leur faire franchir le cap, il est évident qu'Israël réservera le même sort aux pays du Golfe qu'il le réserve à l'Iran. Ça ne fait aucun doute. Sarah, vous vouliez intervenir ?
Oui, tout à l'heure sur ce que disait Fatiha par rapport à justement la surveillance de sa propre population. On sait que pour les logiciels de surveillance, justement de cybersurveillance, notamment le logiciel Pegasus, qui est un logiciel israélien, cela fait des années que les Émirats ont, donc bien avant la normalisation, que les Émirats ont signé des accords avec Israël justement pour acheter, pour pouvoir avoir ce logiciel à domicile, et qui a beaucoup servi dans la surveillance, notamment des membres du groupe Slah, en fait, qui est la branche locale des frères musulmans aux Émirats, et aussi pour traquer le balbutiement d'opposition libérale en fait qu'il y a eu aux Émirats en 2011. Et puis l'autre pays qui a normalisé en fait le Bahreïn, on se rappelle tous, il y a 10 ans justement, au moment des printemps arabes, il y a eu un soulèvement extraordinaire au Bahreïn qui a été violemment réprimé grâce à l'intervention de l'armée émirati et saoudienne. Donc le pouvoir bahreïni aujourd'hui, il se maintient aussi contre son peuple. Donc il n'y a effectivement rien d'étonnant à ce que ce soit ces pays-là justement qui normalisent ou qui cherchent justement à signer des accords avec Israël. Non, je voulais juste dire, c'est anecdotique mais ça dit tout, Sarah a raison, les accords, ils n'ont pas attendu le pacte d'Abraham pour vendre du matériel de cybersurveillance. Mais les sociétés qui vendaient étaient enregistrées à Chypre ou en Bulgarie. Oui. C'est-à-dire, elles avaient un statut européen et ça n'était pas des sociétés israéliennes. Oui, voilà. Elles avaient un statut, formellement, c'était des sociétés israéliennes qui vendaient aux Émiratis ou aux autres. Qu'en est-il des échanges humains ? Alors moi j'ai vu passer beaucoup d'articles sur des touristes israéliens qui se seraient plus ou moins mal comportés à Dubaï ou qui seraient attendus comme un peu les sauveurs de l'industrie hôtelière sur place. Concrètement, au-delà des relations avec les... On sait par exemple que la normalisation entre l'Égypte et Israël n'a pas donné de grands échanges humains. Au début, si. Au début peut-être, oui, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est quasiment plus rien. Comment ça se passe dans les pays du Golfe ? Est-ce que vous avez des indications là-dessus ? Alors apparemment, moi j'ai lu qu'il y avait eu 50 000 touristes israéliens qui avaient été à Dubaï. Mais c'est vrai qu'il y a une fascination réciproque des Émirats pour Israël et Israël pour les Émirats. Donc effectivement, cette normalisation, elle a poussé... il y a eu un mouvement comme ça énorme d'enthousiasme pour Dubaï. Bon, Dubaï a construit sa réputation d'univers de tolérance et toute la diplomatie qu'on connaît autour de ce pays sur un petit peu le malheur des autres pays arabes environnants, notamment le Liban, etc. Donc ils ont bénéficié, si vous voulez, de cette situation pour devenir une sorte d'Eldorado touristique dans la région, à coup de diplomatie publique et qui continue. Maintenant, c'est la planète Mars qui sert de faire valoir, si vous voulez. Avec l'envoi de la fameuse sonde Amal sur Mars. Et donc, bon, voilà, ce sont les spécialistes en la matière pour marketer leur image, mais Dubaï est quand même, et ça c'est ce qu'on ne dit pas trop, est en grande souffrance sur le plan économique, évidemment avec cette crise sanitaire qui a aggravé la situation, parce que tous les hubs aéroportuaires et notamment les deux grandes compagnies émiraties sont cloués au sol. Donc je veux dire, la diplomatie, enfin pas la diplomatie, la politique étrangère très militariste et très hard power d'Abu Dhabi a également fait beaucoup de mal à cette diplomatie de tolérance de Dubaï. Et notamment le fameux bras de fer qu'il y a eu pendant 3 ans et demi sur cette crise absurde qui a été cette crise du Golfe. Ils se sont réconciliés. Donc la crise du Golfe, c'était l'embargo sur le Qatar. Voilà, l'embargo sur le Qatar. Donc ça a beaucoup aussi... ça a été très très dur. Dubaï a été très durement impacté sur le plan économique. Donc évidemment,
l'ouverture vers Israël, etc., tous ces contrats économiques, ces promesses d'investissement, c'est un petit peu de la poudre aux yeux quand même, hein, parce que je ne vois pas Israël ou les Émirats investir massivement dans leur pays réciproquement. C'est pas ça. On a très bien dit avec Sylvain et Sarah quels étaient les intérêts prioritaires pour cette normalisation. Maintenant, est-ce que ce tourisme, cette embellie continuera ? Bon, c'est vrai que suite à cette masse de tourisme israélien à Dubaï, il y a quand même eu une explosion de la contamination au niveau du Covid-19. Et donc là, il y a eu à nouveau reconfinement, fermeture des frontières. Et là, c'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même des commentaires un petit peu grinçants sur cette nouvelle frénésie, ce nouveau tourisme où, effectivement, apparemment, beaucoup d'Israéliens se sont comportés d'une manière un petit peu... qui a fait beaucoup grincer des dents. Les Israéliens sont les plus terribles au monde. D'une manière très décomplexée. En tout cas, ils étaient chez eux à Dubaï. Hein. Ouais. Et il y a eu des commentaires très très durs sur Twitter, que ce soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Hein. De ce point de vue-là, c'est... Juste un mot pour ajouter dans le même sens. Mais moi, je pense que les Israéliens, ils peuvent espérer un certain nombre de bénéfices économiques quand même. Je prends par exemple sur le terrain de l'agriculture. Ils ont une bonne connaissance de comment, comme on dit dans le langage hébraïque, faire refleurir le désert. Et donc ils ont par exemple, si on veut développer des types d'agriculture dans des régions difficiles, et les régions en question sont quand même relativement désertiques, ils peuvent tout à fait espérer, si les choses se stabilisent, pouvoir exporter du savoir-faire et ils peuvent aussi espérer vendre de la production agricole, par exemple, et donc élargir ce marché. C'est pas des choses énormes, mais ça compte dans un calcul de cet ordre. Juste sur la question des échanges humains, il y a quelque chose aussi d'assez notable depuis une bonne année, on va dire. C'est sur le plan culturel. On dirait que les pays du Golfe, en tout cas les Émirats et l'Arabie Saoudite, se souviennent maintenant de l'histoire des Juifs du Golfe. Et maintenant, ils en parlent et ils revendiquent en fait à nouveau cette histoire-là et qu'elle fait intrinsèquement partie de l'histoire de leur pays. C'est notamment le cas durant le Ramadan dernier avec la série Haroun qui est passée sur NBC, qui a fait un tollé dans le monde arabe parce que ça a été vu comme une volonté de vouloir pousser vers une normalisation avec Israël de la part de l'Arabie Saoudite. Après, voilà, il faut dire, malheureusement, pourquoi il faille qu'il y ait ces intérêts politiques pour se souvenir qu'effectivement, il y a toujours eu des Juifs dans les pays arabes et qui font que leur histoire fait intrinsèquement partie de l'histoire des pays arabes. J'aimerais aborder un point qui est assez important dans la région, qui est la guerre au Yémen. On sait qu'en 2015, quand les Saoudiens et les Émiratis déclenchent cette fameuse coalition, les Américains y vont, mais ils vont de manière un peu à reculons. Ils fournissent une aide logistique opérationnelle. Là, visiblement, la nouvelle administration a décidé que c'était terminé, qu'il n'y aurait plus de soutien, je dirais, logistique. C'est officiel. Voilà, que le mouvement des Houthis ne serait plus classé comme parmi les organisations terroristes. Alors ma question, elle peut vous paraître naïve, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'Israël se substitue aux États-Unis et continue à soutenir ces acteurs qui sont engagés dans une guerre qui continue, hein, parce que même si on dit que les États-Unis se sont retirés ou ont freiné leur implication, enfin, il y a encore des affrontements sur place et le peuple yéménite continue de vivre une situation intolérable. Oui, mais le réinvestissement diplomatique, là, pour le coup, de l'administration Biden, pour mettre fin, justement, en tout cas, au conflit qui oppose l'Arabie Saoudite aussi, parce que
malheureusement, dans cette guerre au Yémen, elle est multiforme. Il y a oui, plusieurs conflits. Les Émirats arabes unis mènent une guerre qui n'est pas du tout celle de l'Arabie saoudite. Oui, tout à fait, vous avez au raison sud de le dire. Yémen, et d'ailleurs, ils ont apparemment, avec les Israéliens, une coopération sur l'île de Socotra. Donc ça fait aussi intervenir Je rappelle Israël. Que l'île de Socotra est dans la mer d'Oman ou Non, c'est plutôt dans le détroit du Bab el-Mandab. Voilà. Et que c'est une île qui appartient au Yémen et qui est aujourd'hui sous contrôle émirati. Elle est sous occupation émirati, mais les Saoudiens qui ont des conflits d'intérêts avec les Émirats arabes unis, même si ce sont des alliés dans cette guerre, eh bien, eux se sont également envoyé des troupes à Socotra. Hein. Donc il y a là un nouveau point de divergence extrême entre les Saoudiens et les Émiratis. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'administration Biden a décidé de se réinvestir diplomatiquement, même si Biden, toujours dans la continuité d'Obama et de Trump, ne veut plus du tout participer à des conflits dans la zone. Il reste ferme là-dessus, mais contrairement à un Trump ou même à un Obama, ils s'investissent diplomatiquement aujourd'hui. Et pour le Yémen, c'est fondamental, parce que les Saoudiens, effectivement, ont très mal réagi à la volonté de Biden de déclassifier les Houthis comme organisation terroriste, et très vite, ils se sont rendu compte que, effectivement, si on ne peut pas parler avec les Houthis pour tenter de mettre un terme à la guerre, c'est un petit peu compliqué. Donc ils se sont un peu calmés de ce point de vue-là. Mais l'administration Biden, à mon avis, en se réinvestissant diplomatiquement, risque effectivement de s'affronter à une tâche extrêmement difficile, parce qu'on le sait, il y a également une mission onusienne à Al-Hodeïda depuis près de 2 ans qui n'a pratiquement pas avancé en termes pour essayer d'imposer un cessez-le-feu, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Maintenant, l'administration Biden a bien entendu écouté le souci des Saoudiens de voir les Houthis stopper aussi leurs attaques sur le sol saoudien, parce que MBS, en déclenchant cette guerre précipitée contre la vie de l'ancien prince héritier, Mohammed bin Nayef, et c'est à mon avis l'une des raisons pour lesquelles il a été évincé du pouvoir, MBN, lui, Mohammed bin Nayef, savait qu'en déclenchant une guerre, elle serait loin d'être expéditive comme l'avait imaginé Mohammed bin Salman, qui a été parachuté par son père, ministre de la Défense, alors qu'il n'a aucune culture militaire, et qui avait promis aux Saoudiens qu'en 15 jours, ce serait terminé. On arrive pratiquement à la 7e année, et jamais l'Arabie saoudite n'a été autant attaquée sur son territoire que depuis qu'ils se sont investis dans cette guerre. Donc aujourd'hui, ils sont totalement piégés par ce bourbier yéménite, et je pense que pour les Saoudiens, c'est plutôt une bonne nouvelle que l'administration Biden, même si avec un ton impérieux, on dit maintenant la récréation est terminée, vous stoppez vos frappes sur le Yémen, mais ils sont, je pense, très contents que l'administration Biden les aide à s'extirper de ce bourbier, parce qu'ils sont incapables de sortir de cette guerre. Et elle est très coûteuse. Et puis la réputation de l'Arabie saoudite, qui abrite les lieux saints de l'islam, est ruinée pour longtemps. Donc c'est à mon avis, certes, l'administration Biden a eu un ton assez impérieux, parce qu'il considère, en plus de ça, Mohammed bin Salman, le prince héritier, avec lequel ils ont quand même un gros problème, parce qu'ils l'ont traité de paria pendant cette campagne électorale. Aujourd'hui, le fait de s'investir pour mettre un terme à ce conflit, c'est peut-être l'une des meilleures nouvelles que l'Arabie saoudite a eues. Oui, ce que je veux dire, c'est que l'affaire yéménite est très importante pour les Israéliens. Elle est très importante parce que, imaginons qu'effectivement, Biden y mette un terme. Parvienne à y mettre un terme. Ça ne va pas être simple, mais imaginons qu'il y parvienne. Il fait cesser un conflit permanent
qui était un foyer d'hostilité, qu'on le veuille ou pas, entre les intérêts iraniens et les intérêts de l'Arabie saoudite. Et tant que ça perdurait, je dirais pire, tant que ça pourrissait sur pied, c'était dans l'intérêt d'Israël que ça perdure. Parce que ça maintient la question iranienne et de l'influence de l'Iran sur toute sa région et de la nécessité de mettre un terme à cette influence iranienne perçue comme croissante, extrêmement menaçante, etc., etc. Et donc, si la guerre du Yémen s'arrête, ça veut dire qu'on peut trouver une solution à un conflit qui a dégénéré, qui a été sur le plan humanitaire absolument catastrophique, et dans lequel les deux parties, je ne dis pas trouveront leur compte, mais les deux parties, en tout cas, accepteront la fin des hostilités. Ça, ce sera un point de perdu pour Israël. Et c'est pour ça que les Israéliens sont tellement inquiets de la manière dont Biden engage sa nouvelle administration dans la région. Ce geste-là, c'est pas quelque chose d'anodin quand il a annoncé qu'on annule la qualification des Houthis comme organisation terroriste et surtout, on arrête la fourniture d'armes, alors j'aime bien l'expression, à visée offensive. Mais peu importe. Dans les faits, ça veut dire qu'on arrête les livraisons d'armes essentielles au régime yéménite, donc, enfin au régime, non, aux Saoudiens essentiellement. Voilà, donc ça c'est un point qui a l'air, anecdotique, mais en réalité qui est assez important. Mais sur le retrait, justement, alors que ce soit émirati ou maintenant le futur retrait saoudien, justement, les Émiratis sont toujours officiellement présents au Yémen, alors que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Là, récemment, quand il y a eu justement, encore une fois, les pressions américaines sur les États-Unis, je crois que c'était Anwar Gargash, le ministre d'État des Affaires étrangères, qui avait réagi en disant, l'ex du coup, là, depuis quelques jours, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui a réagi en disant en substance que nous sommes déjà retirés du Yémen et même aujourd'hui nous participons à l'aide humanitaire du peuple, à acheminer l'aide humanitaire au peuple yéménite. Donc on est effectivement c'est assez ironique quand on sait effectivement la situation sur place. Et puis l'autre point par rapport justement aux Émirats, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les Émirats arrivent à se maintenir là-bas, c'est aussi leur présence de l'autre côté de la mer Rouge et avec la corne de l'Afrique. Voilà, exactement, dans la corne de l'Afrique, et justement cette fameuse diplomatie des ports que les Émirats ont développée depuis quelques années. Mais dans la rhétorique émirati, leur présence, c'est pour stabiliser la région. Hein. C'est vraiment dans... c'est toute la force de cette novlangue émirati. Alors, l'un des autres points importants, on en a parlé, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais une fois qu'on a fait le tour des questions géopolitiques, Sylvain Sipel l'a évoqué un peu, mais finalement, cette normalisation, le grand perdant, c'est qui ? Ce sont les Palestiniens. Est-ce que... et je voudrais aussi qu'on parle des Palestiniens qui vivent dans le Golfe. Ils sont nombreux. Comment ils vivent ça ? On sait que c'est pas facile d'être palestinien dans un pays arabe, parce que contrairement à l'idée reçue, quand on est palestinien et qu'on est dans un pays arabe, eh bien, on a sur le dos les services de sécurité. Quand on voyage, on est toujours plus suspect que les autres. Aujourd'hui, comment ça a été vécu ? Est-ce qu'il faut faire profil bas ? Est-ce que c'est... Et quel impact cette normalisation va avoir sur ce qu'on attend de nouveau, ou de ce qu'on espère, sur la recomposition du champ politique palestinien, sur l'impact sur l'autorité, sur le Hamas? C'est la question à $100 000. Oui, mais il faut la poser. Oui, bien sûr. Le lent délitement de la prégnance de la question palestinienne, à la fois dans le monde arabo-musulman, mais surtout, plus encore de manière à l'échelle internationale, c'est un lent délitement qui ne commence pas avec les 2 dernières années. Ça commence fondamentalement avec l'échec de la stratégie de la seconde intifada. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, la première intifada,
celle des années 80, se termine en 93 par la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire c'est une immense victoire palestinienne. Politiquement, les Palestiniens sont les vainqueurs de la première intifada. Israël, qui a dit pendant des générations, nous ne reconnaîtrons jamais l'OLP et Arafat et la réincarnation d'Hitler, un jour, ils viennent et ils disent, vous savez quoi, on les reconnaît et on va négocier avec eux une paix. Bon. Donc, c'était une victoire absolument monumentale. Et quand la deuxième intifada commence, les généraux vont voir le gouvernement et disent, il n'est pas question que ça se termine comme la première. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Donc il faut rappeler que dans la première intifada, aucun tank israélien n'est jamais rentré dans une bourgade palestinienne. C'était inimaginable. Il y a eu de nombreux morts parmi les gosses qui jetaient des pierres. Enfin, le 5e jour de la deuxième intifada, Israël tire au missile sur un bâtiment public palestinien à Ramallah. Au missile, un hélicoptère Apache tire un missile. Donc, le niveau de répression a été sans commune mesure avec la première, et le résultat final a été une défaite politique pour les Palestiniens. D'abord parce que Sharon a réussi à faire cette division en se retirant de Gaza et en organisant ensuite les élections. Alors lui, il n'est pas resté Premier ministre puisqu'il est tombé malade, mais la politique israélienne a réussi à séparer la Cisjordanie et Gaza. Gaza dirigée par le Hamas et la Cisjordanie par l'autorité palestinienne. À partir de là, on a assisté, donc c'était là, d'une certaine manière, ça symbolisait, la séparation territoriale a symbolisé la division du champ national, et sur le plan politique. À partir de là, ça a été une lente régression de la capacité d'action du mouvement palestinien. Aujourd'hui, ce qui explique en partie le comportement des Émirats, par exemple, ou de l'Arabie Saoudite, ou de l'Égypte, parce qu'on oublie souvent que les premiers qui ont fait la paix avec l'Égypte, avec Israël, ça a été l'Égypte. Mais ça a été rendu possible par l'affaiblissement profond du mouvement national palestinien. Il faut rappeler, par exemple, je crois que c'est vous, Akram, qui avez rappelé au début les accords de 77, les accords de Camp David, le premier accord, le premier pays qui fait la paix, c'était l'Égypte. Bon. En 77, pour qu'il puisse y avoir un accord, il fallait marquer... Alors Israël n'aurait jamais signé un accord si on écrivait les deux termes de État palestinien. En revanche, dans l'accord de 77, on parlait, après 5 années, d'une autonomie palestinienne. C'était la première fois que les Israéliens acceptaient que le mot palestinien apparaisse sur un quelconque document officiel, et d'autre part, qu'on parle d'autonomie. Alors, je pense que les Israéliens ont accepté ça en se disant ça n'aura jamais lieu, donc on n'en a rien à faire. Et d'ailleurs, ça n'a jamais vu le jour. Mais peu importe. À l'époque, pour signer un accord, il fallait marquer autonomie palestinienne. Il fallait qu'il y ait une reconnaissance des Palestiniens par Israël. Aujourd'hui, personne ne se préoccupe de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Émirats, l'Arabie Saoudite, ils ouvrent des ambassades, où ils passent des accords, etc. À aucun moment, ils ne posent la question de quid des Palestiniens. De ce point de vue-là, je pense que, honnêtement, la situation des Palestiniens est la pire aujourd'hui qu'elle a été depuis 1948. Et on pourrait presque dire depuis 1939, c'est-à-dire depuis l'échec de la grande révolte palestinienne, réprimée par les Britanniques. Est-ce que c'est fini ? D'abord, personne n'en sait rien. Je disais au début qu'il y a des gens aux États-Unis qui pensent que c'est fini, la question est réglée, dans les faits, la Palestine est morte, ça n'intéresse plus personne. Bon. Il y a d'autres qui, au contraire, disent qu'il ne faudrait surtout pas penser ça, parce que il peut y avoir, ça peut ressurgir, il y aura une nouvelle génération, etc. Je me risquerais bien à prévoir l'avenir. Mais en revanche, ce diagnostic-là, à mon avis, il faut le faire aujourd'hui. C'est ça qui explique la possibilité du pacte d'Abraham. C'est ça qui explique l'évolution. Si vous voulez, la disparition de la proposition saoudienne. Je ne sais plus qui a rappelé que c'est quand même les Saoudiens qui ont fait la proposition. C'est les Saoudiens qui, en 2002... L'initiative du roi Abdallah. Bien entendu. Donc,
quand on voit cette évolution-là, elle n'a été rendue possible que parce que la prégnance de la question palestinienne a disparu. Alors moi, je ne suis pas un connaisseur suffisamment avéré de ce qui se passe dans les pays arabes, que je connais mal, donc je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans les populations. En revanche, au niveau du discours officiel des élites politiques, très clairement, le poids de la Palestine a notoirement disparu, quoi. C'est indéniable. Il y a justement quand on étudie un petit peu le pari de la jeunesse qu'a fait Mohammed Ben Salman pour moderniser son pays en Arabie Saoudite. J'ai beaucoup travaillé sur cette question. Je vais publier une étude qui va paraître sur le website de l'IRSEM là-dessus. Et il y a toute une sorte d'embrigadement aujourd'hui avec cette vision 2030 qui est la nouvelle, si vous voulez, doxa, qui remplace quasi la doxa wahhabite, pour reformater le saoudien, sa loyauté à la patrie, parce qu'on est sur un récit ultranationaliste aujourd'hui, et pour essayer justement de retracer un récit de l'histoire de l'Arabie qui va jusqu'au trésor de la civilisation nabatéenne, alors que c'était complètement haram. Madain Saleh, etc., qui est extrêmement valorisé. D'ailleurs, ça a été le lieu où MBS a choisi de mettre en scène la réconciliation avec le Qatar, etc. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et c'est vrai que la question palestinienne a totalement disparu de toute... dans les manuels, de tout débat, etc. Donc on est en train de formater ces milléniums et les Saoudiens du futur à quelque chose de très différent, quelque chose où Israël est une nation où sa technologie sera bienfaitrice pour la prospérité du royaume. Donc on est sur une toute autre échelle, vraiment. On est en train de quasi effacer de la mémoire tout cet héritage de la question palestinienne, quand même. Ce qui fait que vous allez avoir des gamins qui ne vont plus du tout être sensibilisés par cette cause. Et certains, bien sûr, certains sont encore politisés et sont ceux à qui, évidemment, qui croupissent dans les prisons ou qui sont mis au silence, bien sûr, pour eux, c'est encore très important et très vif. D'ailleurs, par exemple, on voit à Bahreïn, la normalisation, comme l'a dit tout à l'heure Sarah, c'est fait contre la population. Parce que la population bahreïnie, comme la population koweïtienne, est celle qui a la conscience politique la plus élevée et pour laquelle la question palestinienne est très vive. Demeure, absolument. Il y a eu 23 associations politiques à Bahreïn, malgré quand même le musellement total de l'opposition depuis la répression en 2011, qui ont signé une pétition contre la normalisation. Pour dire non à la normalisation. Et Bahreïn a dû se rétracter par rapport à la déclaration de paix intégrale signée à Washington en grande pompe le 15 septembre. Quand ils ont été en Israël pour signer donc la normalisation avec Israël, ils ont dit que c'était une normalisation pour établir des relations diplomatiques, mais il ne s'agissait pas du tout d'une paix globale intégrale. Donc la nuance est quand même la nuance est importante, et donc mais il y a cette volonté, par exemple, comme je le disais pour MBS, mais pour les Émirats c'est pareil, de complètement effacer de la mémoire collective des jeunes générations cette question palestinienne, vraiment. Alors, ce qui est intéressant, du coup, de l'autre côté, c'est que justement, le meilleur ennemi de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire l'Iran, pour eux, la rhétorique, justement, la question de palestinienne est toujours présente. Et donc, ça renforce encore plus cette opposition Arabie Saoudite ou pays du Golfe, plus ou moins, ça dépend, parce que le Qatar n'est pas du tout dedans, mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, Arabie Saoudite et Émirats contre l'Iran, et aussi avec ses alliés. La question de la Palestine est toujours très présente dans la rhétorique de Hezbollah, par exemple, au Liban. Et donc, effectivement, ça
contribue cette absence progressive de la question palestinienne dans le discours politique officiel arabe ces dernières années, ça renforce pour le coup le côté iranien, en tout cas l'axe iranien, qui finalement aujourd'hui demeure quasiment le seul qui s'oppose réellement à la politique israélienne ou américano-israélienne. La Turquie d'Erdogan. Oui, mais sauf que Erdogan, c'est aussi, c'est un peu comme le Qatar, c'est-à-dire qu'officiellement il y a des grands discours, mais après les avions d'El Al atterrissent tous les jours dans l'aéroport d'Istanbul. Donc, Alors, puisqu'on arrive au terme de l'émission, je vais vous demander à chacune et à chacun, brièvement, en termes d'actualité, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller de près pour, je vous demande une prospective à court et moyen terme, qu'est-ce qui va compter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, par rapport à la thématique que nous venons d'aborder? Ça me paraît, de toute évidence, c'est l'évolution du dossier iranien à Washington. Ça me paraît... C'est la négociation. Ah oui, oui. Je ne sais pas si on aura beaucoup d'informations, mais il y a un moment... Et parce qu'il y a une volonté claire de la Maison-Blanche d'aller relativement vite. Voilà. Enfin, de mettre des jalons clairs assez vite. Fatiha, les jeux de pouvoir internes en Arabie Saoudite, c'est réglé, ça y est, MBS futur roi, ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri de surprises? Est-ce que voilà. La configuration actuelle fait que oui, MBS est le futur roi. Maintenant, un accident n'est pas impossible, mais on voit mal, en tout cas dans les rapports de force, une famille royale qui a été largement discréditée, délégitimée par justement MBS, pour lui être aujourd'hui le pôle central de référence de la monarchie. Bon, c'est pas impossible, mais malgré les difficultés relationnelles avec l'administration Biden, on voit mal une alternative à MBS aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il est impossible que son pouvoir soit contesté un jour. C'est pas ce que je dis. Mais tel que ça se profile, ça me paraît compliqué. Sarah, un autre pays arabe qui normaliserait? Au début, on avait effectivement parlé du Maroc et du Bahreïn. Donc là, c'est fait peut-être au Mans. Parce qu'au final, le Soudan, oui, ça c'est aussi, mais là on sait tous que ça s'est fait à cause des pressions économiques que subit le Soudan. Et là aussi, il y a eu un vrai débat au niveau de la population, et puis un vrai bras de fer entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Ça n'a pas du tout été comme pour le reste des pays arabes. Sinon, encore une fois, comme disait Sylvain tout à l'heure, la prédiction, c'est assez risqué comme exercice. L'administration Biden va mettre le curseur sur la négociation avec l'Iran. Eh bien, ça fera peut-être l'objet du prochain ou de l'un des prochains jeudis de Lima. Je vous remercie pour les informations et les analyses que vous nous avez fournies. C'était passionnant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous des jeudis de Lima. Au revoir.